Je n'ai ramené absolument personne à la maison depuis de très nombreuses années, pas une seule fois, pas même pour une conversation autour d'un café. Et jusqu'à ce fameux soir de week-end qui a tout fait basculer, je pensais très sincèrement que cette solitude absolue m'allait parfaitement. Je m'appelle Lucas Dubois. Je suis un homme qui approche doucement de la quarantaine. Et je dirige un petit élevage de chevaux nichés au cœur d'un paysage aride et magnifique, juste à l'extérieur d'un village en Provence. Ce n'est en aucun cas un domaine de prestige, pas le genre de propriété aux allures grandioses que l'on pourrait admirer sur les pages glacées des magazines d'architecture ou de tourisme. C'est simplement une vaste étendue de pâturage balayée par le souffle puissant du Mistral, une grange aux planches de bois usées par le soleil brûlant du sud de la France qui aurait besoin d'une nouvelle couche de peinture bien plus souvent qu'elle n'en reçoit. Et une vieille maison de campagne aux volets fatigués qui abrite entre ses murs de pierre épaisse beaucoup plus de fantômes et de souvenirs que de véritables meubles. J'ai hérité de cet endroit de mon père, je me suis battu avec acharnement pour le maintenir à flot à travers des saisons de sécheresse impitoyables et des cycles économiques désastreux qui ont poussé tant d'autres fermes à la faillite. Et quelque part au fil de ce long chemin rocailleux, cet endroit a cessé d'être une simple propriété immobilière pour devenir l'unique chose qui avait encore un semblant de sens lorsque je rentrais chez moi le soir. Ma femme, Chloé, est décédée des années auparavant. Un cancer du sein fulgurant et dévastateur. Elle était encore dans la fleur de l'âge. Je n'aborde jamais les conversations en donnant cette information tragique d'emblée. La plupart des habitants de notre petite communauté locale le savent déjà de toute façon, car les secrets ne survivent jamais bien longtemps dans ces contrées isolées. Et ceux qui l'ignorent finissent par le deviner assez rapidement rien qu'en observant la manière dont je me comporte au quotidien, la lourdeur de mes épaules, le regard fuyant que je porte sur le monde. Il existe un type d'immobilité très particulier que le deuil finit par construire autour d'une personne, comme une forteresse invisible. Ce n'est pas le genre de quiétude paisible que l'on recherche pour se reposer l'esprit, mais plutôt une barrière froide et infranchissable qui maintient absolument tout le reste du monde à une distance de sécurité constante et inaltérable. Je suis devenu extrêmement doué pour vivre à l'intérieur de cette coquille de silence. Je me présentais au lever du jour, je faisais le travail éreintant qu'exigeait la terre, et je rentrais me terrer chez moi. Le cycle se répétait inlassablement, saison après saison. Mon plus ancien employé, Jean, un homme au visage buriné par les éléments qui m'avaient vu grandir, avait l'habitude de dire à qui voulait l'entendre que j'étais l'homme triste le plus productif qu'il ait jamais eu l'occasion de rencontrer au cours de sa longue vie. Et au fond, il n'avait absolument pas tort. La douleur m'avait transformé en une machine efficace mais vide. Puis, il y a quelques mois de cela, une nouvelle personne s'est installée dans la propriété voisine, un terrain qui était resté à l'abandon pendant un temps qui me paraissait infini. Par une ironie du sort particulièrement cruelle et troublante, elle portait exactement le même prénom que mon épouse défunte, elle s'appelait Chloé. Elle est arrivée lors d'une fin de journée ensoleillée au volant d'un camion de location imposant qui a soulevé un immense nuage de poussière dorée sur le chemin de terre cabossé. À l'arrière de la cargaison brinque-ballante, on pouvait apercevoir plusieurs lampes totalement dépareillées qui menaçaient de tomber à chaque secousse, et elle affichait sur son visage une expression de soulagement intense. Comme si elle arrivait enfin dans un sanctuaire qu'elle avait cherché avec désespoir pendant une éternité. J'ai observé la scène depuis le porche ombragé de ma maison de campagne pendant de courts instants, à l'abri des regards derrière les branches d'un vieil olivier, avant de me résoudre à retourner à l'intérieur, dans ma pénombre familière. Je n'ai pas fui parce que j'avais l'intention de me montrer impoli ou distant, mais simplement parce que le fait de regarder un autre être humain tenter de repartir à zéro, alors que vous avez vous-même totalement oublié comment trouver la force d'accomplir une telle chose, provoque un type de malaise particulièrement étouffant auquel je n'étais absolument pas préparé sur le plan émotionnel. Au fil des semaines qui ont suivi cette arrivée impromptue, j'ai fini par assimiler ses habitudes et ses schémas de vie, de la même manière que n'importe quel individu apprend à connaître le rythme de ses voisins. Ce n'était pas un processus délibéré ou intrusif de ma part, mais une simple conséquence de notre grande proximité géographique dans cet espace rural où le moindre bruit résonne au loin. Elle se levait toujours à l'aube, avant même que les premières lueurs du soleil ne viennent caresser le sommet des collines. Elle faisait des allers-retours incessants vers la quincaillerie du village le week-end, rapportant toutes sortes de matériaux pour retaper sa demeure. Elle parlait à voix haute à ses plantes et à la terre, avec une tendresse évidente, et ne semblait ressentir aucune forme de gêne lorsqu'elle se croyait seule. Elle avait des cheveux aux reflets auburn vibrants qui tombaient librement en cascade autour de ses épaules frêles, et elle possédait un éclat de rire d'une puissance surprenante. Suffisamment clair et fort pour traverser allègrement la clôture qui séparait nos deux mondes lorsqu'elle discutait au téléphone avec quelqu'un qui lui était manifestement cher.
Nous échangions de discrets signes de la main à travers l'étendue d'herbe sèche. Nous nous sommes brièvement salués au magasin d'aliments pour bétail une seule fois, juste après qu'une violente bourrasque n'ait abattu une section de la clôture arrière de son terrain. J'avais pris sur moi de réparer les dégâts avant même qu'elle ne rentre de ses occupations, et j'étais reparti sans jamais mentionner mon intervention. Jean m'avait fait remarquer avec son franc-parler habituel que ce geste silencieux était soit la marque d'une immense gentillesse, soit la preuve d'un comportement profondément étrange, ou peut-être bien les deux à la fois. Des mois entiers se sont écoulés dans cette étrange chorégraphie silencieuse. Des mois passés à exister comme deux êtres humains isolés sur des parcelles de terre adjacentes, partageant le même vent et le même ciel, mais qui n'étaient encore absolument rien l'un pour l'autre, si ce n'est des ombres familières à la périphérie de leurs visions respectives. Et puis, contre toute attente et contre ma volonté expresse, Jean a eu la brillante idée de m'inscrire d'office au grand barbecue du village sans même daigner me demander mon avis. Chaque été, lors des festivités du 14 juillet, notre village en Provence organise une grande célébration en plein air qui rassemble toutes les âmes des environs. On y déploie de longues tables très tôt recouvertes de nappes à carreaux, on suspend des guirlandes lumineuses colorées entre les branches massives des platanes centenaires. Et il y a toujours un habitant particulièrement enthousiaste qui apporte un système de sonorisation crachant une musique festive à un volume au moins 3 fois supérieur à ce qui serait raisonnablement tolérable. Les enfants courent dans tous les sens en brandissant des cierges magiques qui illuminent la nuit, tandis que les hommes plus âgés s'engagent dans des débats passionnés et interminables sur les résultats sportifs ou la politique locale en sirotant du pastis. L'intégralité du village s'y rend immanquablement, car dans un endroit aussi modeste que le nôtre, la population totale ne dépasse guère quelques centaines de personnes, et chacun connaît intimement les moindres détails de la vie de son voisin. Quoi qu'il en soit, je n'avais pas la moindre envie d'assister à ces réjouissances étourdissantes. Jean m'a déclaré d'un ton bourru que mon isolement total était précisément la raison pour laquelle je devais m'y rendre de force. Tu as passé beaucoup trop de temps à murmurer à l'oreille de ce vieux cheval rebelle plutôt que d'adresser la parole à tes semblables, m'a-t-il lancé avec une lueur de défi dans les yeux. Même le pauvre animal commence sérieusement à se lasser de tes monologues dépressifs. Face à son insistance inébranlable, j'ai fini par capituler. Je m'y suis donc rendu, traînant les pieds comme un condamné vers l'échafaud. Je suis resté planté à proximité du grand barbecue fumant, tenant d'une main distraite une assiette en carton que je n'avais aucune intention réelle de remplir de nourriture, et de l'autre un verre de vin que je buvais lentement. Espérant faire durer ce maigre breuvage pour qu'il m'accompagne tout au long de cette interminable soirée estivale. L'air ambiant était lourd, saturé par l'odeur caractéristique du charbon de bois incandescent, des merguez grillées et des herbes aromatiques de Provence séchées par le soleil. Quelque part de l'autre côté de la place Bondé, un enfant poussait des cris déchirants après avoir laissé tomber son cornet de glace sur les pavés poussiéreux. J'observais la foule s'animer autour de moi, et je ressentais cette douleur sourde, familière et omniprésente, cette sensation écrasante d'être physiquement entouré de centaines de personnes tout en demeurant complètement et tragiquement seul. Une forme de solitude abyssale que seuls les veufs apprennent à connaître dans les moindres recoins de leur âme. C'est exactement à ce moment précis que ma voisine Chloé a fait son apparition sur la place du village. Elle a franchi la petite porte en fer forgé près de la mairie, vêtue d'une magnifique robe jaune vif qui jurait agréablement avec la nuit naissante, et chaussée de bottines en cuir qui avaient visiblement connu assez de véritables poussières campagnardes pour paraître authentiques et honnêtes. Ses longs cheveux étaient détachés, flottant doucement au rythme du vent chaud et captant les lueurs chatoyantes des guirlandes suspendues au-dessus de nos têtes, et elle arborait déjà un sourire radieux en réponse à une plaisanterie glissée par la femme qui l'accompagnait. Elle irradiait littéralement. Elle ressemblait à une personne qui, après de longues batailles internes, avait consciemment décidé que ce soir-là, elle allait s'autoriser à aller bien, et qui croyait profondément en cette décision de guérison. Son regard a balayé l'assemblée, elle m'a repéré près des braises fumantes et m'a adressé le même petit geste de la main timide et familier qu'elle me destinait chaque aube à travers notre clôture mitoyenne. Les hasards des petites communautés et l'organisation chaotique des places assises ont fait que nous nous sommes retrouvés installés à la même longue tablée peu de temps après. Les villages de campagne ont cette étrange faculté de regrouper les individus par pure habitude ou par affinité invisible. De mon côté de la nappe, se trouvaient Jean ainsi que deux autres ouvriers agricoles d'un domaine voisin, échangeant des propos rudes et des rires gras. À l'autre extrémité de la table, près d'elle, s'était agglutinée une poignée de femmes du coin qui s'étaient autoproclamées comité d'accueil officiel et protecteur depuis son arrivée dans la région. La table était suffisamment longue pour que nous ne soyons pas réellement considérés comme étant assis ensemble, mais suffisamment courte pour que chaque mot prononcé avec un peu d'enthousiasme puisse être entendu de tous. Les mets partagés étaient simples mais savoureux, imprégnés des saveurs de notre terroir.
La conversation qui bourdonnait autour de moi était légère et sans conséquence. Je m'en tenais à ma stratégie de survie habituelle, qui consistait à être tout juste assez présent physiquement pour ne pas paraître ouvertement dédaigneux. Et suffisamment distant mentalement pour ne pas me laisser happer par des échanges sociaux qui m'auraient demandé une énergie que je ne possédais plus, des liens qu'il m'aurait fallu entretenir par la suite. C'est alors que Jean s'est lancé dans le récit captivant de l'une de ses innombrables anecdotes équestres. Il racontait avec ferveur l'arrivée, la saison précédente, d'un cheval incroyablement traumatisé provenant d'une opération de sauvetage désespérée. Un animal si replié sur lui-même et dévoré par la méfiance envers le genre humain que 3 dresseurs professionnels différents avaient jeté l'éponge avant que nous ne le récupérions. Jean contait cette histoire comme il racontait absolument tout dans la vie, avec des gestes amples et théâtraux des mains, des poses dramatiques savamment étudiées. Et un talent naturel indéniable pour captiver son auditoire et forcer les gens à se pencher en avant pour attraper chaque miette de son récit. Toute la tablée s'esclaffait et pendait à ses lèvres. Même moi, malgré ma carapace de stoïcisme, je me surprenais à esquisser le début d'un sourire sincère en me remémorant l'entêtement comique de cet animal effrayé. À l'autre bout, Chloé avait posé ses coudes nus sur le bois rugueux de la table, son menton délicatement appuyé sur le creux de sa main, écoutant l'histoire avec ce genre d'attention rare et précieuse qui signifiait qu'elle absorbait véritablement les mots. Et pas seulement qu'elle attendait poliment son tour pour parler d'elle-même. Ses yeux foncés glissaient régulièrement vers moi, exactement de la même manière qu'ils le faisaient parfois à travers les fils de fer de notre clôture, comme si elle essayait de résoudre une énigme particulièrement complexe qui me concernait. Et puis, dans un élan de spontanéité mal calculé, elle a lâché la phrase fatidique d'une voix parfaitement claire, « Tu as l'air vraiment doué au lit ». Le silence qui s'est abattu sur l'intégralité de la longue tablée a été si soudain, si brutal et si absolu qu'il en devenait presque physiquement oppressant. Le bruit lointain des festivités semblait avoir été coupé au couteau. Quelqu'un a laissé échapper une fourchette qui a tinté lourdement contre une assiette en faïence, un son qui a résonné comme un coup de fusil. Jean s'est figé au beau milieu d'une phrase passionnée, la bouche encore grand ouverte, les mains suspendues dans les airs comme une statue grotesquement figée. L'une des dames d'un certain âge assise à ses côtés a émis un bruit étrange, une sorte de gargouillement étouffé qui se situait quelque part entre un hoquet de surprise outrée et une violente quinte de toux. L'enfant qui pleurait pour sa glace fondue à l'autre bout de la place continuait ses jérémiades, mais même cette plainte aiguë semblait soudainement provenir d'une autre dimension lointaine. En une fraction de seconde, l'expression détendue et joyeuse de ma voisine Chloé s'est métamorphosée pour laisser place à une horreur absolue et paniquée. Sa main a volé pour couvrir sa bouche ouverte. Je voulais dire avec les chevaux, a-t-elle bredouillé précipitamment, les mots trébuchant hors de ses lèvres tremblantes. La façon dont Jean décrivait comment vous avez travaillé avec cet animal brisé. La patience infinie dont vous avez fait preuve. La façon dont vous lui avez accordé l'espace et le temps nécessaires. Je voulais simplement dire. Elle a fermé les yeux avec une force désespérée, comme si elle espérait que les ténèbres allaient la faire disparaître de la surface de la terre. C'est sorti d'une manière tellement épouvantable. Je suis sincèrement désolé, je vous prie de m'excuser. Ce n'est pas du tout ce que j'avais l'intention de formuler. Elle avait l'air de souhaiter de toutes ses forces que les lattes de bois de la table de pique-nique s'entr'ouvrent pour l'engloutir tout entière. Un murmure amusé a commencé à parcourir l'assemblée, puis la table a éclaté d'un rire général et soulagé, la tension insupportable se brisant enfin pour laisser place à une atmosphère d'autant plus chaleureuse et joviale. Jean était déjà plié en deux, essuyant des larmes d'hilarité au coin de ses yeux plissés par le soleil. Mais curieusement, je ne riais absolument pas. Je la fixais intensément à travers l'étendue de la table recouverte de verre à moitié vide, et je ressentais au plus profond de ma poitrine une émotion bouleversante que je croyais morte et enterrée depuis de longues années. Ce n'était pas nécessairement de l'attraction pure et simple, du moins pas encore, mais la conscience soudaine et foudroyante de l'existence vibrante d'une autre personne dans mon monde grisâtre. Je ressentais cette sensation très spécifique, et devenue effroyablement inhabituelle pour moi, d'être véritablement perçu, d'être vu à travers l'opacité de mon deuil, même de manière accidentelle, même par le biais d'une interrogation innocente qui avait déraillé de façon aussi spectaculaire. Elle a fini par rouvrir les yeux et a plongé son regard dans le mien, ses joues encore empourprées par une onde cuisante, attendant avec une appréhension palpable de voir si j'allais aggraver son humiliation publique ou si j'allais lui offrir une porte de sortie miséricordieuse. J'ai choisi de transformer cet instant en quelque chose de totalement inattendu et profondément personnel. Non, madame, ai-je prononcé, le son de ma propre voix s'échappant de ma gorge d'une manière beaucoup plus basse et intime que je ne l'avais consciemment décidé. Je ne suis plus marié, mais à dire vrai, je l'attends toujours.
Les rires tonitruants se sont immédiatement éteints de nouveau, mais le silence qui a suivi était d'une texture fondamentalement différente cette fois-ci. C'était un silence lourd de respect et de gêne. Personne à cette table de banquet ne savait exactement comment réagir face à la vérité brutale et vulnérable que je venais d'exposer à l'air libre, moi y compris. Jean a baissé les yeux vers les restes de son repas, soudainement très intéressé par le motif de la nappe. Quelques-unes des femmes du village ont échangé des regards chargés de compassion silencieuse qui signifiaient qu'elles comprenaient parfaitement l'étendue de ma fracture intérieure. Chloé, ma voisine, s'est figée sur son banc, son expression passant graduellement de la gêne la plus totale à une attention beaucoup plus prudente et infiniment douce. C'était l'attitude d'une personne qui devient subitement très silencieuse après avoir pris conscience qu'elle vient de pénétrer par inadvertance dans une pièce secrète renfermant un poids émotionnel bien plus écrasant qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. Je n'ai pas cherché à justifier ou à adoucir mes propos. J'ai lentement soulevé mon verre de vin que je buvais lentement, j'en ai pris une longue gorgée rafraîchissante, laissant les arômes complexes inonder mon palais. Et j'ai laissé le groupe retrouver peu à peu son chemin vers des sujets de conversation beaucoup plus légers et inoffensifs sans exiger ma participation. Le brouhaha a fini par reprendre ses droits. Les êtres humains sont exceptionnellement doués pour cela, combler le moindre vide angoissant par un flot ininterrompu de paroles insignifiantes, car le silence exige souvent d'eux qu'ils affrontent des vérités trop vertigineuses. Mais Chloé n'a pas replongé dans ces échanges superficiels avec ses voisines. Je pouvais sentir le poids constant de son regard posé sur moi depuis l'autre extrémité de la tablée, exactement de la même manière que je l'avais surprise à m'observer par-dessus les piquets de notre clôture dans la lumière de l'aube. Elle ne me dévisageait pas avec insistance ou impudeur, elle me prêtait simplement attention, d'une manière profonde et persistante que la vaste majorité des gens ne prenaient jamais la peine d'adopter. Lorsque les premières fusées des feux d'artifice du 14 juillet ont commencé à déchirer le ciel nocturne de leurs traînées lumineuses et de leurs détonations sourdes, j'ai quitté les lieux. Ce n'était pas à cause d'elle, ni à cause de la tournure étrange qu'avait prise la soirée. J'avais pris la décision de toujours m'éclipser avant le spectacle pyrotechnique. Le vacarme assourdissant des explosions ne me dérangeait pas autant que la plupart des gens, mais la foule compacte et joyeuse m'était devenue physiquement intolérable. La façon harmonieuse dont chaque visage se tournait simultanément vers les cieux illuminés, les traits adoucis par l'émerveillement collectif, la façon dont les couples amoureux se rapprochaient instinctivement et s'enlaçaient sans même avoir besoin d'y réfléchir dans la pénombre colorée. Je savais pertinemment que j'étais bien mieux n'importe où ailleurs que parmi eux durant cette phase particulièrement intime des festivités. J'ai conduit mon véhicule hors de l'enceinte de la foire communale et j'ai emprunté la route sinueuse qui grimpait le long de la crête escarpée, les fenêtres grandes ouvertes. Laissant l'air chaud et sec de la nuit méridionale balayer l'habitacle en apportant avec lui les senteurs puissantes des herbes sèches, du thym sauvage et de la résine de pin. Je n'ai pas eu besoin de réfléchir consciemment à ma destination. Mes mains connaissaient déjà le chemin, guidées par la mémoire indélébile du deuil. Le cimetière près du village en Provence est situé sur une petite colline rocailleuse en retrait de la route départementale, entourée d'une vieille grille en fer forgé ornementée que les employés de la commune repeignent consciencieusement à chaque changement de mandat. À la nuit tombée, c'est incontestablement l'endroit le plus silencieux et le plus paisible que je connaisse sur cette terre. L'atmosphère n'y est pas nécessairement chargée d'une tristesse oppressante, c'est plutôt comme si le monde entier y devenait soudainement d'une honnêteté brutale et purificatrice. Les tourments complexes qui semblent empoisonner l'existence partout ailleurs paraissent se simplifier et se dissoudre miraculeusement entre ces vieilles pierres tombales usées par le temps et la rudesse du climat. J'ai garé mon véhicule tout près de l'imposant portail d'entrée, j'ai plongé la main vers la banquette arrière pour y récupérer un petit bouquet rustique composé de fleurs sauvages que j'avais méticuleusement coupées dans le grand champ situé derrière ma grange en fin d'après-midi. Et je me suis engagé sur le chemin de gravier clair que je connaissais absolument par cœur, chaque craquement sous mes semelles résonnant comme une prière familière. La sépulture de ma femme bien-aimée, Chloé, se trouve tout au fond de l'enceinte sacrée, à l'ombre protectrice d'un grand peuplier majestueux qui laisse tomber une pluie de feuilles dorées sur le marbre froid à chaque automne. Je prends toujours soin de les balayer délicatement à chacun de mes pèlerinages. La pierre tombale est d'une simplicité désarmante, elle porte son prénom, les dates qui encadrent son passage trop bref dans ce monde, et une ligne de texte qu'elle avait elle-même choisie lors d'une longue et douloureuse fin de journée passée dans une chambre d'hôpital stérile. Lorsque les médecins avaient définitivement cessé d'utiliser des termes vagues et prudents concernant l'issue inéluctable de sa maladie. Elle avait extrait cette phrase poignante d'une vieille lettre jaunie que sa propre grand-mère avait rédigée de très nombreuses années avant sa naissance. L'amour n'est pas quelque chose que l'on enterre, c'est quelque chose que l'on porte vers l'avenir. Je me suis agenouillé dans la poussière grise et j'ai déposé le modeste bouquet de fleurs à la base du monument funéraire.
J'ai pressé la paume de ma main bien à plat contre la surface rugueuse de la pierre, accomplissant ce geste rituel comme je le faisais toujours. Comme si une partie irrationnelle et brisée de mon esprit s'attendait encore désespérément à ressentir une once de chaleur humaine palpiter de l'autre côté de la matière inerte. « Salut » ai-je murmuré d'une voix rauque dans le silence environnant. Tu aurais sans l'ombre d'un doute eu un commentaire sarcastique à faire concernant les événements improbables de ce soir. Je lui ai raconté dans les moindres détails le déroulement du barbecue du village, le récit passionné de gens qui agitaient les bras, la question incroyablement incongrue qui avait eu le pouvoir de figer la table entière dans un silence de cathédrale, et la femme bouleversée qui l'avait posée. Avec des traces de poussière sur ses vêtements et une mortification si authentique et si pure peinte sur son visage. Je lui ai avoué qu'une chose enfouie profondément dans ma poitrine s'était mystérieusement remise à battre lorsque ma voisine avait croisé mon regard au milieu de toute cette foule bruyante. Non pas à la manière d'une farce cruelle, mais comme si une interrogation véritable et sincère se dissimulait sous le vernis de ses mots maladroits. Comme si elle désirait réellement savoir si j'avais encore la capacité de me souvenir de la manière dont on pouvait être présent au monde. J'ai confessé à la pierre froide que je n'étais absolument pas certain d'en être encore capable. Je m'exprimais de la même manière que je le faisais systématiquement dans ce lieu hors du temps, d'une voix basse, traînante et sans la moindre précipitation, comme si la notion même d'urgence se désintégrait au contact de l'écorce de ce vieux peuplier. Je poursuivais cette même conversation unilatérale depuis des années sous de multiples formes. Je lui parlais inlassablement de la gestion du petit élevage de chevaux, des frasques de Jean, et de toutes ces choses minuscules et terriblement ordinaires qui permettaient à mes journées de continuer à s'enchaîner sans que je ne m'effondre. Je lui répétais inlassablement que j'attendais la venue de quelque chose dont je ne connaissais pas le nom. Un instant salvateur où le poids insupportable de son absence s'installerait enfin dans un recoin de mon âme sous une forme que je pourrais porter sans que ma colonne vertébrale ne menace de se briser. Je venais tout juste de me taire, ma paume toujours fermement ancrée contre le marbre gravé, lorsque le son ténu est parvenu à mes oreilles. Le crissement étouffé du gravier sec, le bruit d'un pas posé avec une extrême précaution, la sonorité infime que produit une personne s'efforçant de toutes ses forces d'arriver dans un lieu sans que sa présence ne soit détectée. Je n'ai pas tourné la tête. Les longues années de deuil vous enseignent à distinguer avec une précision redoutable les bruits nocturnes naturels de la faune de la véritable présence d'un autre être humain respirant près de vous. Quiconque se tenait là, dans mon dos, était immobile depuis bien plus longtemps que de simples instants. Depuis combien de temps es-tu planté là? Ai-je demandé dans l'obscurité, le visage toujours tourné vers la tombe de mon épouse. Le silence s'est prolongé pendant une durée si importante que j'ai fini par croire que mon esprit fatigué me jouait des tours. Puis, une voix familière a répondu d'un ton presque inaudible. Assez longtemps. Je me suis lentement retourné. Chloé, ma voisine, se tenait à quelques mètres en retrait, juste à l'intérieur des limites de la clôture rouillée, sa silhouette frêle délicatement éclairée par la faible lueur de la petite lampe solaire plantée au pied de la stèle et par les rayons pâles de la lune provençale. Elle avait abandonné la robe jaune éclatante qu'elle portait plus tôt dans la soirée. Elle était désormais vêtue d'un épais pull à capuche sombre superposé sur un t-shirt simple, ses longs cheveux étaient rassemblés en un chignon lâche et négligé, et elle portait des chaussures de course usées. Elle avait l'air d'une femme qui avait précipitamment quitté son domicile sans avoir la moindre intention de terminer sa course dans un endroit pareil, ce qui, je m'en doutais fortement, correspondait exactement à la réalité des faits. Ses yeux brillaient d'une intensité humide qui trahissait le fait qu'elle avait pleuré abondamment, ou qu'elle était sur le point de fondre en larmes. Elle faisait des efforts désespérés pour masquer son trouble. Je me suis redressé en m'appuyant sur mes genoux endoloris. « Tu ne devrais pas te trouver ici » ai-je murmuré, sans aucune trace de dureté ou de reproche dans la voix. Elle a laissé échapper une petite expiration tremblante qui ressemblait à s'y méprendre à un rire brisé. Oui, c'est curieusement ce que tout le monde ne cesse de me répéter, peu importe l'endroit où je choisis de me réfugier. Elle s'est approchée à pas de loup, étudiant le sol rocailleux avec une attention maniaque pour éviter de trébucher, contournant les autres concessions funéraires en faisant de larges détours, comme si elle était terrifiée à l'idée de commettre une effroyable intrusion dans le repos de ces inconnus. Elle a fixé la pierre tombale, a déchiffré le prénom de mon épouse, a lu attentivement la phrase poétique gravée en dessous, et quelque chose de subtil dans les traits de son visage s'est transformé pour adopter une expression infiniment plus douce et mélancolique que ce à quoi je m'attendais. Je n'en avais pas la moindre idée, a-t-elle répété avec la même détresse qu'elle avait affichée devant l'assemblée du village. Je n'en avais vraiment, mais alors vraiment aucune idée. Je le sais, ai-je répondu calmement. Elle est restée plongée dans un mutisme total pendant un long moment. Puis, de manière inattendue,
Elle s'est assise en tailleur sur l'herbe sèche et piquante de la Provence, juste en face de moi, avec le même naturel déconcertant que si nous nous trouvions dans le salon le plus confortable de la Terre. Elle a fixé ses propres mains posées sur ses genoux pendant de longues secondes avant de trouver le courage de briser le silence. Lorsque j'ai fait ce commentaire déplacé à cette table, a-t-elle commencé d'une voix blanche, je ne parlais pas uniquement des méthodes de dressage des chevaux. Je suis resté de marbre, attendant la suite de ses aveux. Je t'observe attentivement depuis que je me suis installé dans la maison d'à côté, a-t-elle avoué, et je sais pertinemment à quel point cela doit sembler étrange à tes oreilles. Cela me semble surtout incroyablement honnête, ai-je concédé. Elle a relevé la tête pour croiser mon regard. Je vois très bien comment tu te comportes là-bas. La façon dont tu t'acharnes à réparer des objets cassés que n'importe qui d'autre aurait jetés aux ordures sans la moindre hésitation. La délicatesse avec laquelle tu offres de l'espace à un animal terrifié et meurtri au lieu de le contraindre par la force brute. Elle a marqué une pause, semblant chercher ses mots avec précaution. Mais dès que quelqu'un essaie de se rapprocher un tant soit peu de toi, on a l'impression que tu te réfugies loin, très loin, quelque part derrière l'écran de tes propres yeux. Elle a jeté un regard furtif vers la tombe de mon épouse. J'éprouvais simplement le besoin presque viscéral de savoir s'il restait encore un homme caché à l'intérieur de cette carapace qui se souvenait de ce que cela faisait d'être véritablement présent dans un lieu en compagnie d'une autre personne. La nuit provençale s'étendait autour de nous dans un calme souverain. Au loin, dans la vallée, le cri aigu d'un prédateur nocturne a déchiré le silence avant de s'éteindre aussi vite qu'il était apparu. J'ai regardé le nom de ma défunte femme gravé dans la pierre et j'ai cherché au fond de mon âme la réponse la plus juste possible. Je n'en suis pas certain, ai-je fini par admettre. Et c'était sans conteste la déclaration la plus authentique que j'avais osé prononcer à haute voix depuis de très nombreuses années. Ma voisine a hoché la tête, semblant accepter le fait que cette vérité crue était amplement suffisante pour le moment. Nous sommes restés assis là, immobiles dans les ténèbres bienveillantes, sous la voûte du vieux peuplier. Deux individus qui se connaissaient à peine, trouvant refuge dans le sanctuaire le plus silencieux que l'un comme l'autre ait pu découvrir depuis des lustres. Et pendant un long laps de temps, aucun de nous n'a ressenti la nécessité oppressante d'ajouter le moindre mot. Puis, la digue a cédé. Elle m'a confié que l'homme qu'elle fuyait s'appelait Lucas, le même prénom que le mien, une coïncidence frappante et troublante qui semblait lier nos destins d'une manière presque dramatique, et elle a prononcé ce nom comme si elle crachait un poison violent. Comme si elle confessait un lourd secret criminel qu'elle avait porté seule sur ses frêles épaules pendant beaucoup trop longtemps. Nous étions toujours assis au pied du vieux peuplier, le vaste cimetière près du village en Provence reposant dans un silence majestueux tout autour de nous. La petite lumière solaire plantée à la base de la pierre tombale de ma femme diffusait tout juste assez de clarté blafarde pour que nous puissions deviner les contours de nos visages respectifs. Je ne l'avais absolument pas priée de rester à mes côtés. Elle n'avait pas non plus demandé la permission de prolonger cet instant. Nous nous étions simplement laissés glisser dans ce genre de quiétude singulière qui ne se manifeste que lorsque deux âmes sont devenues bien trop épuisées pour continuer à jouer la comédie du bonheur et beaucoup trop méfiantes envers la vie pour oser tout déballer en une seule fois. Elle a commencé à arracher nerveusement de petites touffes d'herbe sèche près de son genou et s'est mise à parler de cette manière extrêmement prudente et mesurée que les gens adoptent lorsqu'ils testent secrètement la solidité d'un moment, craignant que le poids de leur révélation ne finisse par tout faire voler en éclats. Cet homme nommé Lucas venait tout droit de Paris. Elle m'a raconté qu'ils s'étaient rencontrés dans le cadre de son travail frénétique dans la capitale. Il était charismatique, terriblement séduisant, concentré, et il possédait ce don rare de lui donner la sensation d'être la personne la plus extraordinaire et la plus cruciale de n'importe quelle pièce dans laquelle ils se trouvaient ensemble. Elle s'est interrompue, la gorge nouée. C'était précisément sa plus grande force. Il était exceptionnellement doué pour vous faire sentir que vous étiez l'élu de son cœur. Jusqu'au jour inévitable où le terme élu a commencé sournoisement à se transformer en possession pure et simple. Je n'ai pas prononcé le moindre mot pour l'interrompre. Les innombrables heures passées à travailler avec des chevaux difficiles m'avaient appris que l'action la plus utile que l'on puisse accomplir dans ce genre de situation est de rester aussi immobile qu'une statue et de laisser la vérité venir à soi à son propre rythme. Tout a commencé par de petits détails insignifiants, a-t-elle murmuré dans la pénombre. Il exprimait des opinions tranchées sur ceux de mes amis parisiens qui étaient prétendument bons ou mauvais pour mon équilibre. Puis, il s'est mis à émettre des critiques acides sur la manière dont je choisissais mes tenues pour assister à certaines soirées mondaines. Ensuite, ce furent des remarques incessantes sur le fait que mon emploi me prenait trop de temps,
que ma famille envahissait trop notre espace, que mon rire résonnait de manière trop vulgaire dans les lieux publics. Elle a laissé échapper un son bref et caverneux qui était sans doute censé s'apparenter à un rire désabusé. J'ai passé de longs mois à m'efforcer de devenir plus silencieuse, de prendre de moins en moins de place, de mesurer chacun de mes gestes avec une prudence maladive. Et je continuais à me convaincre désespérément que si je parvenais à effectuer les bons ajustements, il redeviendrait le prince charmant que j'avais rencontré au tout début de notre histoire. Elle a baissé les yeux vers ses mains abîmées. Il n'est jamais redevenu cet homme-là, a-t-elle tranché. Lorsqu'elle a abordé la partie suivante de son calvaire, le timbre de sa voix est resté plat, monotone et d'une effroyable constance. De la même manière que les voix se vident de toute chaleur lorsqu'une chose terrible a été ressassée un si grand nombre de fois à l'intérieur de l'esprit d'une victime que toute trace d'émotion vive en a été complètement polie et gommée. Il m'a frappé une première fois, a-t-elle révélé sans trembler. Et immédiatement après, il s'est confondu en excuses larmoyantes. Et puis, la fois suivante, il a recommencé. Et c'est là que j'ai fini par comprendre avec lucidité que ces excuses n'étaient absolument rien d'autre qu'une formule magique qu'il récitait mécaniquement pendant la période d'accalmie séparant un accès de violence du suivant. La mâchoire de mon visage s'était contractée avec une force impressionnante sans même que mon cerveau ne lui en donne l'ordre conscient. J'ai pris soin de garder mes mains détendues sur mes genoux, j'ai forcé les traits de mon visage à demeurer impassibles. Elle n'avait aucunement besoin de subir le poids de ma rage intérieure à cet instant précis. Elle avait un besoin vital d'espace pour aller au bout de sa confession. C'est ma défunte grand-mère qui m'a légué cette maison de campagne en héritage, a-t-elle expliqué en faisant un léger signe de tête en direction de sa propriété invisible au-delà des collines. Je n'avais même pas pris la peine de m'y rendre depuis mon enfance. Lorsque le notaire m'a contacté au sujet du testament, j'étais prostré dans ma voiture, garée dans les sous-sols obscurs de mon entreprise, car c'était littéralement le seul endroit au monde où cet homme nommé Lucas ne pouvait pas faire éruption de manière inopinée pour me terroriser. J'ai griffonné l'adresse de la bâtisse provençale sur un bout de papier, j'ai cherché l'itinéraire sur mon téléphone portable, et j'ai fixé les coordonnées géographiques pendant une durée qui m'a paru infinie. Elle a lentement relevé les yeux pour sonder les miens. J'ai fait mes bagages en toute hâte pendant qu'il participait à un dîner d'affaires en ville, a-t-elle continué. J'ai dissimulé mes affaires dans le coffre de ma voiture à la faveur de la nuit. J'ai fui Paris aux aurores en faisant semblant de me rendre à mon travail comme si de rien n'était, et j'ai simplement continué à rouler vers le sud sans jamais regarder dans le rétroviseur. Elle a marqué une nouvelle pause. Je n'ai même pas pris la peine de lui laisser une lettre d'adieu. J'étais tétanisée à l'idée que le simple fait de rédiger un mot puisse me ralentir dans ma fuite éperdue. Mon esprit a dérivé vers l'image de cette femme qui avait débarqué chez moi quelques mois plus tôt avec son immense camion de location, ses meubles hétéroclites et cette lueur d'espoir si fragile et si prudente qui dansait dans ses yeux. Je comprenais désormais toute cette scène sous une lumière radicalement différente. Savait-il où tu comptais te réfugier? Ai-je fini par lui demander. Elle a vigoureusement secoué la tête de gauche à droite. Le titre de propriété de la maison de ma grand-mère était enregistré sous son nom de jeune fille. Ce sont des registres départementaux distincts, difficiles à lier à mon identité. Et durant les premiers temps de mon installation, j'ai réglé tous mes achats de matériel en espèces sonnantes et trébuchantes, afin de ne laisser aucune trace de transaction bancaire. Elle a hésité une fraction de seconde. Je croyais sincèrement avoir été suffisamment prudente. L'emploi de ce temps du passé a atterri lourdement entre nous, chargé de sombres présages. Mon instinct l'a immédiatement capté. Avant même que je n'aie l'opportunité de lui demander de clarifier cette subtilité glaçante, elle aperçut un bruit. Sa tête a pivoté brusquement en direction du portail d'entrée du cimetière, et son corps tout entier s'est crispé de la même manière qu'un étalon se tend lorsqu'il capte dans l'air une odeur suspecte qu'il n'arrive pas à identifier mais qui lui inspire une terreur instinctive. Immobile, aux aguets, et totalement prête à s'enfuir à toute vitesse dans une direction que son instinct n'avait pas encore eu le temps de choisir. Je me suis retournée pour suivre son regard effaré. Les faisceaux lumineux de puissants phares venaient d'apparaître au bas du chemin escarpé de la crête, progressant avec une lenteur calculée, beaucoup trop lentement pour qu'il s'agisse d'un simple conducteur égaré cherchant sa route au milieu de la nuit. Le véhicule s'est immobilisé dans un crissement de gravier juste à l'extérieur de la barrière de fer,
et est resté stationné là, le moteur ronronnant sourdement pendant un long moment de suspense insoutenable. Puis, les phares se sont brusquement éteints, plongeant la scène dans une obscurité presque totale. La main glacée de ma voisine a cherché mon avant-bras dans le noir et s'y est agrippée. Ses doigts se sont enfoncés dans ma chair avec la force du désespoir. « Lucas » a-t-elle chuchoté, et le son de sa propre voix s'était réduit à un souffle presque imperceptible. Il m'a retrouvée. Je n'avais jamais entendu quelqu'un prononcer mon propre prénom avec une telle charge de terreur pure, comme si ces syllabes constituaient la toute dernière bouée de sauvetage à laquelle une noyée pouvait encore s'accrocher avant de sombrer dans les abysses. La lourde portière du conducteur a pivoté dans un grincement métallique. L'autre Lucas, le monstre surgi de son passé, s'est extirpé d'une luxueuse berline noire qui n'avait strictement rien à faire sur un chemin vicinal rocailleux du sud de la France à une pareille heure de la nuit. Grand, élancé, arborant une chemise immaculée au col parfait dont les manches étaient soigneusement retroussées d'un seul pli au niveau de ses poignets. Ses souliers parisiens, d'une valeur indécente, avançaient sur le sol irrégulier sans prêter la moindre attention à la boue ou aux cailloux. Il dégageait cette aisance fluide et cette lenteur arrogante qui n'appartiennent qu'aux individus intimement persuadés que l'univers entier se pliera systématiquement à leur moindre désir dès l'instant où ils pénétreront dans une pièce. Il a balayé l'enceinte du cimetière du regard avec la même désinvolture qu'un homme inspectant un vulgaire parc de stationnement, dressant mentalement l'inventaire des lieux. Ses yeux prédateurs ont fini par se poser sur nos deux silhouettes figées dans la pénombre, et une expression de satisfaction perverse s'est dessinée sur son visage, un sourire carnassier qui n'atteignait absolument jamais la froideur reptilienne de ses yeux. « Te voilà enfin » a-t-il lancé d'un ton mielleux. Sa voix était d'une chaleur feinte, une intonation si parfaitement travaillée et répétée qu'elle en avait perdu toute humanité et toute signification réelle depuis bien longtemps. Il a franchi l'ouverture du portail en marchant d'un pas tranquille, les bras ballant le long de son corps, dans une décontraction absolue. « Chloé, ma chérie, tu m'as imposé un trajet en voiture particulièrement épuisant pour venir te retrouver dans ce trou perdu. » Ma voisine s'était déjà levée d'un bond. J'étais également debout à ses côtés, prêt à réagir à la moindre alerte. « Lucas » a-t-elle lâché en s'adressant à son bourreau. Sa voix tremblait de manière incontrôlable, mais elle n'a pas reculé d'un seul centimètre face à l'incarnation de ses cauchemars. « Tu n'as pas le droit de te trouver ici. » Il a incliné légèrement la tête sur le côté, adoptant l'expression d'un homme face à une enfant capricieuse venant de prononcer une bêtise amusante. Il ne m'avait toujours pas accordé le moindre regard. À ses yeux, je n'étais qu'un simple élément du décor, un vulgaire meuble champêtre. Un arrangement dérisoire et légèrement encombrant dans un espace qu'il considérait déjà comme lui appartenant de droit. « Je me faisais un sang d'encre pour toi » a-t-il poursuivi d'une voix suave. « Tu as quitté notre domicile sans même avoir la décence de me dire au revoir. Ton comportement m'a profondément blessé. » Il a fini par condescendre à faire glisser son regard glacial vers moi, affichant l'expression typique d'un conquérant jaugeant un obstacle qu'il estime totalement insignifiant. « Et vous devez sans doute être le fameux voisin pittoresque » m'a-t-il lancé avec dédain. Le pecno qui s'amuse avec ses petits chevaux. Il a craché cette phrase avec le même mépris que s'il avait décrit un pestiféré. Je n'ai pas daigné lui répondre le moindre mot. Il a reporté son attention sur la femme terrifiée qui se tenait près de moi, son sourire cruel s'amincissant imperceptiblement aux commissures de ses lèvres. « Elle a un besoin urgent de rentrer à la maison » a-t-il déclaré en s'adressant à moi, faisant totalement abstraction du fait qu'elle se trouvait juste devant lui et qu'elle était douée de raison. Il lui arrive parfois de se comporter de la sorte, a-t-il ajouté sur le ton de la confidence condescendante. Elle se laisse submerger par ses émotions irrationnelles, elle prend des décisions impulsives et totalement stupides, et elle a besoin qu'un homme fort l'aide à retrouver le droit chemin. Je suis persuadé qu'un homme de votre âge est capable de comprendre ce genre d'hystérie féminine. Je ne compte aller nulle part avec toi, a craché ma voisine d'une voix rendue rauque par la peur. L'expression de cet homme nommé Lucas n'a pas varié d'un iota. C'était de loin le détail le plus terrifiant de toute cette confrontation absurde. Lorsqu'un être humain normal est frappé de stupeur, ses traits trahissent invariablement sa surprise. Lui, n'était absolument pas surpris le moins du monde. Il s'attendait parfaitement à cette résistance,
il avait d'ores et déjà répété sa réplique dans son esprit malade tout au long de sa longue traversée de la France, et il avait déjà rédigé la fin de la pièce de théâtre qu'il comptait mettre en scène. Il a fait un pas lourd en avant. Je me suis interposée en me plaçant devant ma voisine sans même avoir besoin de réfléchir à mon action. Ce n'était pas une posture ouvertement belliqueuse, du moins pas encore. J'ai simplement utilisé mon propre corps comme un bouclier pour bloquer son avancée vers l'endroit où elle se recroquevillait, guidée par le même instinct de protection viscérale que celui qui me poussait à m'interposer entre un poulain affolé et un danger imminent. L'homme de la ville s'est arrêté net, m'a toisé de haut en bas avec un rictus qui ressemblait à s'y méprendre à de l'amusement méprisant. Vous n'avez pas la moindre idée du merdier dans lequel vous êtes en train de fourrer votre nez de bouseux, a-t-il menacé d'une voix basse et sifflante. C'est fort possible, ai-je rétorqué sans ciller. Mais elle a clairement exprimé son refus de vous suivre. Cela me suffit amplement. Une lueur féroce et indéchiffrable a traversé le fond de ses yeux noirs. Et puis, l'espace d'un instant vertigineux, la surface lisse et impeccable de sa mascarade s'est fissurée juste assez pour révéler que l'entité qui se terrait en dessous était d'une cruauté absolue. Il a reculé la main en direction de la portière toujours béante de sa voiture de luxe, et mes entrailles se sont glacées d'une manière qui n'avait absolument rien à voir avec la fraîcheur de la brise nocturne. Au cours de ma rude existence, j'ai eu l'occasion d'affronter des situations effrayantes à de multiples reprises. Un étalon en pleine crise de panique se cabrant violemment sous moi à une vitesse folle. Un violent incendie d'écurie au beau milieu de la nuit alors que le Mistral soufflait dans la pire des directions. L'instant figé où les traits d'effet du médecin vous hurlent la nouvelle dévastatrice avant même que ses lèvres ne s'entr'ouvrent pour la prononcer. Je connais intimement le goût métallique de la peur véritable, et je sais pertinemment de quelle manière singulière votre organisme devient subitement hyperconcentré lorsque la situation se transforme en un piège mortel dont aucune échappatoire intellectuelle ne peut vous sortir. Nous étions précisément dans l'une de ces situations critiques. Cet homme nommé Lucas s'est redressé de la portière de son véhicule. Sa main s'est levée et les rayons lunaires ont accroché le reflet d'un objet en métal poli. C'était une petite arme de poing, sombre, compacte, tenue avec la décontraction terrifiante d'un tueur qui avait fait de la manipulation de ce genre d'outil une seconde nature. Il ne l'agitait pas dans tous les sens de manière frénétique. Il ne hurlait pas comme un forcené. C'était très exactement ce calme clinique qui rendait la scène d'autant plus épouvantable. Il tenait ce pistolet de la même manière qu'un artisan tient un marteau dont il sait pertinemment qu'il accomplira parfaitement sa tâche. Derrière mon dos, ma voisine a émis un petit gémissement de terreur animale que j'ai ressenti vibrer dans ma propre moelle épinière plus que je ne l'ai réellement entendu. Doucement, a susurré l'homme armé avec une douceur empoisonnée. Je n'ai aucune intention de provoquer un bain de sang théâtral. Je désire simplement avoir une véritable conversation d'adulte avec ma compagne sans que son nouveau chevalier servant de province ne vienne jouer les héros dans une affaire qui ne le regarde absolument pas. Il m'a fixé droit dans les yeux, par-dessus le canon de son arme pointée, avec une expression faussement désolée. « Vous m'avez tout l'air d'un brave paysan », a-t-il déclaré avec un mépris insondable. Un homme taciturne qui reste dans son coin, qui bricole ses affaires et qui pleure sur la tombe de sa femme décédée. Il a volontairement suspendu sa phrase pour laisser l'atrocité de ses paroles faire son œuvre. Tout ceci ne vous concerne en rien. Écartez-vous de mon chemin, retournez pleurnichet de l'autre côté de votre barrière minable, et nous rentrerons tous chez nous ce soir sans que le sol de ce vieux cimetière ne soit souillé de sang. Il savait tout sur ma femme. Il avait mené son enquête avec une précision machiavélique avant même de démarrer son moteur pour venir jusqu'ici. La mention ignoble de l'amour de ma vie était un coup bas calculé, conçu spécifiquement pour me jeter au visage l'étendue de ma propre tragédie, pour me demander de manière obscène si j'étais véritablement prêt à sacrifier le peu de vie qu'il me restait à protéger. S'il avait employé cette tactique pernicieuse des années auparavant, il est fort probable que je me serais effondré. J'ai jeté un rapide coup d'œil par-dessus mon épaule vers la pierre tombale de ma défunte épouse. Le bouquet de fleurs sauvages que j'avais amoureusement déposé reposait toujours là, inébranlable. L'épitaphe gravée a capté un rail de lumière lunaire l'espace d'une fulgurance. L'amour n'est pas quelque chose que l'on enterre, c'est quelque chose que l'on porte vers l'avenir. J'ai ramené mon attention sur la menace armée qui me faisait face. Je ne bougerai pas d'un millimètre,
ai-je déclaré d'une voix d'outre-tombe. Les muscles de sa mâchoire carrée se sont tendus à l'extrême. Pour la toute première fois depuis son intrusion par les portes du cimetière, il a paru véritablement déstabilisé et furieux. Son petit numéro de prédateur raisonnable venait de se heurter à un mur infranchissable, et j'en étais la brique maîtresse. « Lucas » a murmuré ma voisine derrière moi. Sa voix était désormais empreinte d'une solidité qui m'a profondément impressionnée. La paume de sa main s'est brièvement posée entre mes omoplates, non pas pour me supplier de faire marche arrière, mais simplement pour m'insuffler le courage de sa présence inébranlable. Le monstre parisien a légèrement abaissé le canon de son pistolet, recalculant frénétiquement ses options d'attaque. Son regard fiévreux passait de l'un à l'autre, tel un prédateur désemparé de voir que sa proie ne suivait plus le scénario de massacre qu'il s'était minutieusement imaginé dans sa folie, cherchant désespérément la faille par laquelle s'engouffrer. Puis, dans une explosion de fureur aveugle, il s'est jeté en avant, allongeant le bras au-delà de mon épaule pour tenter d'agripper le poignet de sa victime. Ses doigts crochus ont frôlé sa peau l'espace d'une fraction de seconde. Le cri étouffé qu'elle a laissé échapper était totalement involontaire, c'était le son d'un être brisé qui reconnaissait l'emprise physique de son tortionnaire et qui tressaillait de tout son être à la simple réminiscence de la douleur. C'était la goutte d'eau. La ligne rouge venait d'être franchie. Je me suis jeté sur son poignet armé avec la puissance de mes deux mains calleuses, j'ai appliqué une torsion d'une brutalité inouïe et j'ai repoussé son bras le plus loin possible d'elle. Il s'est avéré être doté d'une force musculaire bien supérieure à ce que laissait supposer sa silhouette de citadin, mais j'avais passé ma vie depuis mon adolescence à planter des poteaux de clôture dans un sol dur comme de la roche, à lancer des centaines de balles de foin pesantes et à façonner cette terre ingrate à la seule force de mes bras. Absolument aucune salle de sport luxueuse de la capitale ne pouvait préparer le corps d'un homme à encaisser la rudesse implacable de cette force paysanne brute et désespérée. Il a pressé la détente de son arme. La détonation sèche a déchiré le silence sacré de la nécropole comme une explosion apocalyptique. Le bruit était assez puissant pour me faire atrocement siffler les tympans et pour provoquer l'envol terrifié d'une volée d'oiseaux qui sommeillaient paisiblement dans les branches touffues du peuplier surplombant la tombe de ma femme. Le projectile mortel a frappé l'un des piliers en fer de la clôture sur notre gauche dans un horrible tintement métallique avant de ricocher pour aller se perdre quelque part dans l'immensité des ténèbres. Nous avons lourdement chuté ensemble dans l'herbe sèche et la poussière, son coude venant s'écraser avec une violence inouïe contre ma mâchoire lors de l'impact, une fulgurance de douleur aveuglante ébranlant momentanément mon champ de vision. Je n'ai pas lâché ma prise d'un seul millimètre. Il s'est débattu comme un forcené sous mon poids, tentant désespérément de trouver un point d'appui, essayant de glisser l'un de ses genoux vicieux pour me déséquilibrer. J'ai utilisé l'intégralité de mon poids pour le clouer au sol, j'ai vrillé son poignet une seconde fois jusqu'à la limite de la rupture osseuse, et l'arme de poing a fini par lui échapper, glissant sur la terre battue dans un bruit mat. Le pistolet a glissé pour finir sa course folle tout près d'une petite dalle funéraire à quelques mètres de notre lutte acharnée. « Chloé !» ai-je hurlé en serrant les dents à m'en briser les mailles. Elle était déjà passée à l'action. Elle a franchi la distance qui la séparait de l'arme en quelques enjambées fulgurantes, a ramassé l'objet de mort à deux mains, les bras fermement tendus droit devant elle. C'était la posture d'une personne tenant un objet dont elle a une peur panique, mais dont elle a encore plus peur s'il devait rester à la portée de l'ennemi. Elle a pointé le canon en direction de la terre meuble qui nous séparait du monstre. Elle ne le visait pas directement, elle ne proférait aucune menace verbale, elle signifiait simplement de la manière la plus absolue que l'équilibre des forces venait d'être dramatiquement renversé. L'homme de la ville s'est figé sous ma prise. Sa respiration était devenue courte et erratique, sa précieuse chemise immaculée était désormais maculée de boue et de sueur, et le citadin arrogant et parfaitement maître de lui-même qui avait paradé par le portail du cimetière avait définitivement disparu. Tout ce qu'il en restait n'était qu'une créature pitoyable et hargneuse. Un lâche qui ne savait plus quel texte réciter. « Tu n'as pas ça dans le sang », a-t-il craché à sa victime d'une voix étranglée par l'humiliation. « Jamais elle ne sera capable de presser la détente de cette arme », m'a-t-il lancé, comme si la femme qui le tenait en joue n'existait même pas. Elle n'aura aucunement besoin d'en arriver là, a tonné une troisième voix imposante et autoritaire qui a percé l'obscurité.
Les faisceaux tournoyants des gyrophares bleus d'un fourgon de gendarmerie ont soudainement balayé la clôture du cimetière, et le véhicule des forces de l'ordre s'est immobilisé en trombe à l'entrée. La radio de service grésillait de manière ininterrompue sur l'épaule de l'adjoint alors que ce dernier contournait précipitamment le capot du véhicule. Juste derrière lui, le chef de la gendarmerie Tom Moreau a émergé de l'habitacle, la main fermement appuyée sur la crosse de son pistolet de service, son képi enfoncé bas sur le front. Jaugeant la scène chaotique avec le sang-froid légendaire d'un homme qui avait consacré une grande partie de sa vie à affronter ce genre de folie humaine dans notre région. Jean se tenait silencieusement sur le bord du chemin derrière le fourgon, affichant une expression mêlant un soulagement immense et une absence totale de surprise face à la tournure dramatique des événements. Il m'avait vu m'éclipser discrètement du barbecue du village. Il avait suivi son instinct protecteur et avait fait le détour par le cimetière comme il le faisait inlassablement lors de chaque soirée du 14 juillet depuis le décès de ma femme, simplement pour s'assurer que je ne commettais pas d'imprudence. Il avait repéré la présence incongrue de la berline noire du prédateur et avait alerté les forces de l'ordre avant même de couper le contact de son propre véhicule. Le chef de la gendarmerie Tom Moreau a passé les menottes au poignet du forcené parisien très rapidement. Il existait une ordonnance de protection active émise dans les tribunaux parisiens à l'encontre de cet individu, un document judiciaire formel obtenu quelques mois auparavant, lorsque ma voisine avait enfin trouvé le courage de contacter un avocat spécialisé depuis son nouveau refuge en Provence. Le fait d'avoir franchi de multiples frontières départementales avec l'intention préméditée de violer cette injonction, couplée à l'usage d'une arme à feu illégale dans un lieu public appartenant à la commune, offrait au chef de la gendarmerie Tom Moreau un dossier criminel en béton armé. Le criminel menotté n'a pas cessé de vociférer durant tout le trajet qu'il a mené à l'arrière du fourgon. Il hurlait à qui voulait l'entendre qu'il allait engager une armée d'avocats parisiens hors de prix, que son ex-compagne était une hystérique dangereuse, que j'étais un fou furieux qu'il avait agressé sans raison. Ces protestations pathétiques se sont faites de plus en plus faibles au fur et à mesure que le fourgon de gendarmerie s'éloignait sur la route de la Crête, jusqu'à se fondre totalement dans le néant de la nuit. Le cimetière sacré a retrouvé son habituel silence sépulcral. Ma voisine s'est laissée glisser avec une lenteur extrême sur l'herbe humide de rosée, ramenant ses genoux contre sa poitrine, ses mains tremblant frénétiquement sur ses cuisses maintenant qu'elle s'était délestée de l'arme mortelle remise aux autorités. Je me suis affaissée à ses côtés, et aucun de nous deux n'a trouvé la force de prononcer la moindre syllabe pendant une éternité. Jean s'est approché pour s'enquérir brièvement de notre état de santé physique, puis, avec ce tact merveilleux dont il a toujours fait preuve à mon égard, il a reculé pour nous offrir de l'espace. Finalement, elle a lentement tourné son visage diaphane dans ma direction. « Tu n'étais absolument pas obligé de risquer ta vie de la sorte pour moi », a-t-elle soufflé dans la pénombre. J'ai posé mon regard sur la sépulture de mon épouse. Les modestes fleurs sauvages étaient miraculeusement toujours en place, intactes. Les branches feuillues du vieux peuplier retrouvaient leur immobilité protectrice au-dessus du monument de pierre. Oh que si, ai-je répondu avec une conviction inébranlable. J'en avais la certitude absolue. Elle s'est tue pendant un nouveau moment de flottement. Tu m'as avoué devant tout le monde à la table du banquet que tu l'attendais encore, a-t-elle murmuré avec une douceur infinie. Après toutes ces atrocités que nous venons de vivre cette nuit, cette affirmation est-elle toujours d'actualité dans ton cœur? J'ai longuement soupesé la question avec toute la gravité et l'honnêteté qu'elle méritait. Je crois, avec le recul, que j'attendais simplement de recevoir une permission, ai-je confessé. J'attendais désespérément un signe mystique m'indiquant que le fait d'accepter d'aller de l'avant ne signifiait pas pour autant que je l'abandonnais lâchement dans l'oubli. J'ai de nouveau fixé les caractères taillés dans la roche du monument. Pourtant, c'est elle-même qui m'avait dicté ses ultimes volontés. Elle avait exigé que cette phrase soit inscrite noir sur blanc, juste là. Je me suis obstinée à interpréter ce message comme un adieu définitif et tragique, alors qu'il s'agissait en réalité d'une instruction claire et lumineuse pour la suite de mon existence. La femme assise à mes côtés a suivi la trajectoire de mon regard jusqu'à l'épitaphe de marbre. L'amour n'est pas quelque chose que l'on enterre, a-t-elle déchiffré à voix basse, s'imprégnant de la sagesse de ces mots pour la toute première fois. C'est quelque chose que l'on porte vers l'avenir. Exactement, ai-je acquiescé dans un souffle d'approbation. Elle a tendu son bras et a enveloppé ma main rugueuse de ses doigts meurtris.
Ce n'était pas un geste de cinéma, mais une action d'une simplicité et d'une évidence bouleversante. La manière dont un être humain tend la main vers quelque chose dont il a décidé de cesser de faire semblant de ne pas avoir cruellement besoin. Nous sommes restés prostrés dans cette posture réconfortante jusqu'à ce que les contours du ciel nocturne commencent à se teinter de lueurs laiteuses à l'horizon et que les premiers chants d'oiseaux s'élèvent timidement depuis les buissons épineux de la crête voisine. 2 survivants meurtris qui avaient gaspillé des années à se recroqueviller dans la prudence, terrifiés par l'imminence du prochain désastre, qui parvenaient enfin à trouver un ancrage suffisant pour laisser s'infiltrer la lumière. Une saison plus tard, la clôture métallique qui délimitait formellement nos parcelles de terre respectives était toujours debout, mais plus aucun de nous deux ne la considérait comme une véritable frontière infranchissable. Elle avait pris la délicieuse habitude de traverser l'étendue d'herbe chaque aube pour venir partager une tasse de café brûlant. Je prenais sur moi de réparer divers éléments endommagés sur son domaine sans même qu'elle n'ait besoin de m'en formuler la demande, et elle avait gracieusement cessé de faire semblant de ne pas remarquer mes interventions muettes. Nous avons même eu une discussion animée une fois au sujet de la toiture de sa propre grange, pour savoir si elle nécessitait une seule réparation ou bien 2, et elle avait parfaitement raison sur toute la ligne, ce que je lui ai admis de bonne grâce, provoquant chez elle une expression d'une telle surprise sincère que j'ai bien failli éclater de rire. Lors d'une fin de journée d'automne, je suis revenu de l'enclos le plus éloigné de mon petit élevage de chevaux pour la découvrir tranquillement assise sur les marches usées du porche de ma maison de campagne. Observant la lumière déclinante du crépuscule peindre la crête d'un magnifique ocre cuivré, serrant une tasse fumante entre ses paumes et portant l'une de mes vieilles vestes d'hiver drapées sur ses épaules frêles pour se protéger de la morsure de l'air frais. Elle a levé son visage vers moi lorsqu'elle a entendu le crissement familier de mes lourdes bottes de travail sur le chemin de gravier de la cour. « J'ai préparé suffisamment de café pour 2, a-t-elle annoncé avec une simplicité désarmante. Je me suis laissé tomber lourdement à ses côtés, j'ai accepté la boisson chaude qu'elle me tendait avec douceur. Et nous avons contemplé les ultimes rayons du soleil disparaître lentement derrière les collines de Provence sans ressentir le moindre besoin viscéral de combler ce silence majestueux par un déluge de paroles superflues. J'avais gaspillé des années de mon existence à guetter le ciel dans l'espoir de voir apparaître un signe divin m'autorisant à me sentir de nouveau en vie. Assis sur les planches de ce vieux porche baigné par l'air vivifiant de la saison automnale, l'épaule chaleureuse de Chloé appuyée contre la mienne et le hennissement apaisant de mes chevaux s'installant pour la nuit dans l'écurie située dans notre dos, j'ai eu la fulgurante révélation que le miracle que j'attendais n'allait jamais surgir d'une tombe froide, ni même de la brutalité terrifiante d'une nuit de fusillade sanglante, ni d'aucun autre instant prétendument dramatique de l'existence humaine. Ce sauvetage miraculeux était apparu sous les traits d'une femme rayonnante vêtue d'une robe jaune éclatante lors d'un banal barbecue du village, une femme brisée qui avait osé poser la question la plus maladroite du monde au moment le plus extraordinairement parfait de ma vie. Et qui avait catégoriquement refusé de me laisser me noyer à nouveau dans mon propre néant silencieux sans avoir au préalable eu le courage insensé de tenter de m'atteindre. Et, du plus profond de mon âme guérie, je remercie le ciel qu'elle ait eu l'audace d'essayer.